Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. On est dans la saison 3, donc c'est l'épisode 18 et cet épisode sera consacré à un Toulousain, spécialiste en marketing B2B et je suis très très content de pouvoir accueillir Moni Chim sur un épisode. Salut Moni. Salut Sébastien, ça va? Oui, ça va. Rassure-moi, c'est Moni Chim, ok, je ne me suis pas trompé. C'est ça, Monichim, exactement, c'est parfait. Ok, bon, parfait. Je ne me suis pas trompé de prénom. Le prénom, c'est Tim ou Moni? Moni, Moni, ok. Et c'est ouais, ça. je ne suis pas habitué. Du coup, ça veut dire quelque chose, ton prénom? Alors justement, mon prénom Moni, ça veut dire brillant en sanskrit. Ok, ben voilà. T'es brillant en Voilà. marketing. En marketing. On essaye. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Parce que voilà, le marketing, c'est large, mais je pense que tu dois avoir des spécialités bien précises. Bien sûr, avec plaisir. Je suis consultant en marketing B2B, donc je travaille exclusivement avec les entreprises B2B. Je suis aussi membre du collectif de freelance James Inbound et hôte du podcast Marketing B2B parce que je suis vraiment passionné par cette thématique. Et mon boulot essentiellement, c'est d'aider les entreprises B2B à augmenter leurs revenus via une stratégie publicitaire sur plusieurs canaux, dont notamment la publicité LinkedIn, la publicité Google et la publicité Facebook. C'est ça que je fais. Ok, bon, bah, c'est top. C'est top, top, top. Après, le B2B, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps. On est beaucoup, je trouve qu'on revient beaucoup dans le système, il y a très, très longtemps, tu sais, le système du troc. Système du troc. Ouais, tu sais, Mhm. bah, on fait un peu du troc quand on fait du B2B. On peut échanger des services contre un autre service, tu vois. On peut, Ça peut arriver, ça ouais. peut arriver, effectivement. Et des fois, ça peut avoir du coup une influence qui peut être directement sur deux marques qui ont collaboré l'une avec l'autre. C'est vrai, on peut faire des trocs de service, on peut faire des trocs de visibilité avec, par exemple, le marketing, co-marketing, de l'apport d'affaires, etc. Oui, tout Ouais, à fait. tout est possible, mais c'est souvent, on pense tout de suite à visibilité, donc du coup publicité, mais très souvent, on va pas trop vers ces canaux-là, c'est-à-dire de soutien d'une marque envers une autre, parce que du coup, chaque marque a une communauté et chaque du coup, communauté peut mettre finalement comment dire, de la visibilité sur une marque qu'elle va trouver intéressante et qui peut être, on va dire, partenaire, mais peut parfois aussi complémentaire de ce qu'elle fait. Mhm. Ouais, je ne sais pas Tout à pourquoi je fait. pense ça. Ouais. Je pense au tennis, tu vois. Très souvent, au tennis, t'as des joueurs de tennis. Bon, pour moi, le joueur, c'est le produit, finalement. Les marques Mhm. placent leur marque sur certains joueurs parce qu'ils ont de la visibilité. Mais ils peuvent avoir une marque spécifique de raquettes, mais une marque spécifique de textile ou de chaussures. Donc, finalement, ces marques-là, finalement, elles contribuent toutes les deux ou toutes les trois à une même visibilité parce que Ouais. au final, c'est le joueur qui, par ses résultats et sa médiatisation, fait que tout le monde voit ces trois produits-là ou ces deux produits. Mhm. Donc, c'est Ouais, c'est intéressant là. aussi de faire ça, quoi. De la même manière que nous, on a deux podcasts finalement et qui Ouais, sont pas du tout dans la même thématique, mais finalement, aujourd'hui, on aura finalement nos deux communautés qui se rejoignent en fait finalement. c'est ça. Croisement d'audience, exactement. Voilà, donc c'est intéressant. On va commencer pour te connaître un petit peu mieux par le traditionnel portrait chinois et puis couplé avec un peu du questionnaire de Proust pour voilà, apprendre un petit peu à te connaître. Et puis après, on prendra le temps de revenir un petit peu sur ton parcours. Et Mhm. ensuite, on abordera un peu la thématique du podcast qui est de parler de ton mental d'entrepreneur et plus spécifiquement, du coup, dans ton domaine qui est le marketing B2B. Mhm. Et puis, sur d'autres choses que tu pourras certainement nous apprendre. Alors, on commence par le portrait chinois, c'était OK? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Si tu devais être une couleur, tu serais quelle couleur? Le bleu, parce que le bleu, pour moi, c'est la couleur du ciel et c'est la couleur de l'océan. Et pourquoi j'adore le ciel et pourquoi j'adore l'océan? Tout simplement, c'est la nature, c'est l'infini, c'est le renouvellement, c'est le beau. Ouais, le bleu. Moi, c'est le bleu, c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que
c'est la couleur de la mer et moi, je suis originaire de Côte d'Azur et du coup, Ah. souvent le bleu, ça me rappelle un peu l'océan, la mer, hein, la Méditerranée aussi. Si tu devais choisir un moment de la journée, tu choisirais lequel? Le matin, parce que le matin, en fait, c'est le début et c'est le monde des possibilités infinies, en fait. Tu te réveilles le matin, tu sors dehors et tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de bien pour moi et pour les autres? Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? De bien pour toi et pour les autres? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Bah, écoute, je me suis bien occupé d'un de mes clients. Je suis en train de lui créer une fantastique campagne publicitaire. Donc, j'ai bien bossé sur ça. Et en ce moment, j'essaie d'enregistrer un super podcast avec toi. Mais trop bien, trop bien. C'est une bonne journée. Si tu devais choisir un livre que tu affectionnes particulièrement ou qui t'a inspiré, tu choisirais lequel? Je vais tricher, je vais te donner deux livres. Euh, Il y a un premier livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a beaucoup impacté. Ce sont les principes de Ray Dalio. Donc, Ray Dalio, c'est un milliardaire qui s'est auto-créé, c'est-à-dire qui vient de la classe moyenne et qui un jour, il a écrit un livre pour expliquer ses principes pour bien vivre et pour bien travailler dans son entreprise. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup impacté dans mon mindset, dans ma façon de prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment la lecture il y a quelques années. Et la lecture un peu plus récente qui m'a beaucoup impacté, c'est le Navalmanak de Naval Ravikant, qui a été écrite par un gars qui s'appelle Jorgensen, ou Jorgensen, je ne me rappelle plus trop. Et là, pareil, c'est un livre qui regroupe un peu les idées les plus fortes de ce Naval Ravikant, qui est aussi un self-made millionnaire dans la Silicon Valley, qui est parti de rien et qui a réussi à monter des business, mais aussi qui a réussi à devenir heureux, en fait. C'est un gars qui, quand il était petit, il était pas heureux, en mauvaise santé et pauvre. Et en fait, il a réussi à devenir riche, il a réussi à devenir heureux, il a réussi à devenir fit, à être en forme. Et dans ce livre, là, on voit un peu toutes ses idées et la manière dont il réfléchit, il voit le monde. Et moi, je me suis beaucoup approprié ce qu'il racontait. Trop bien. Je connaissais pas du tout. Je conseille. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire, tu choisirais laquelle? Alors, sans hésitation, 1% meilleur chaque jour. Une citation que j'ai volée à James Clear, qui est l'auteur de Atomic Habits, un super livre. Parce que En gros, là, pourquoi 1% meilleur chaque jour? Parce qu'en fait, c'est facile de se mettre trop la pression et de vouloir être parfait partout, d'avoir les meilleures habitudes, d'être un top performer au boulot, à la maison, dans ses relations, de manger toujours parfaitement, de toujours bien dormir, etc. Et clairement, je suis dans cette recherche effectivement de la performance. Mais en même temps, si on veut être parfait, bah c'est la meilleure voie vers au final l'échec et le fait de se sentir pas bon par rapport à cet idéal, en fait, alors que viser une amélioration incrémentale tous les jours, c'est ce qui te permet, au final, d'être super performant et d'être super bon sur le long terme. Donc, même si un jour, bah, tu fais un peu moins bien, c'est pas grave, parce que le lendemain, tu peux faire un peu mieux. effectivement, c'est un peu une quête de la progression chaque jour. Être une meilleure version de soi chaque jour. Ouais. Mais bon, mais ça nécessite quand même d'être en capacité de débriefer de ses journées, de faire un point sur ce qu'on a accompli dans sa journée, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais en tout cas, c'est une habitude que j'ai. Mais Hmm. enfin voilà, pour progresser, il faut aussi se remettre un petit peu en question et aussi regarder qu'est-ce qu'on a fait de bien. Comme tu disais, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée, qu'est-ce que j'ai apporté au monde aujourd'hui ou à Ouais. quelqu'un ou à moi-même, tout simplement. Hmm. Et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux aussi? Oui, ouais, c'est sûr. Par rapport à ce qu'on a réalisé, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Si tu devais nous citer ta principale qualité, ça serait laquelle? Hmm. Moi, je pense que ma principale qualité, c'est ma détermination. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens disent à mon sujet. Ok. De toute façon, c'est une qualité qui ressort souvent voilà, la détermination, la persévérance, le fait de croire en soi et dans ce qu'on a envie d'accomplir. C'est quand même souvent les clés du succès.
Après, comme souvent je dis, la seule chose sur laquelle on n'a pas la main, c'est sur la temporalité que ça va prendre. C'est exactement ça. Si tu devais nous donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Je, Hum, Moi, je pense que je suis généreux comme garçon. J'aime bien donner, en fait. Que ce soit donner à mes clients, donner à ma famille, à mes amis, donner à mon audience. Donner un maximum. Pas donner pour recevoir. Clairement, quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Mais je trouve que c'est cool de donner, ça fait du bien. Et je pense que si tout le monde donne, ça crée un meilleur monde, en fait. T'as raison, on est un peu sur le même mantra finalement. Mais c'est vrai que donner, ouais, c'est sûr que donner sans forcément attendre en retour, mais donner parce qu'on a envie de donner, c'est vrai que chaque jour, en tout cas, c'est gratifiant parce que finalement, on aide des gens, c'est chouette, c'est chouette. Alors, la partie podcast, je pose une question. Si tu devais choisir un trio de podcasts que tu affectionnes particulièrement, ça serait lesquels? Question difficile. Donc, il y a le podcast de Naval. Naval, notamment, il a fait un épisode de 3 heures qui s'appelle How to get rich without getting lucky. Donc, comment devenir riche sans être chanceux. Donc, super épisode. Il y a le podcast Impact Theory de Tom Bilieu, qui est super cool. Il interviewe des top performers dans plein de catégories. Et le troisième podcast que j'aime bien, c'est Joe Rogan. Bon, généralement, c'est pas très intéressant, mais des fois, c'est très intéressant. Il interviewe des gens super cool. Ok, je connaissais aucun des trois. Bah, écoute, on ira écouter ça. Ça commence à faire beaucoup de podcasts à écouter finalement. C'est ça le Mais du, problème. mais du coup, ouais, mais après, quand on commence, on devient un peu addict aussi quand même, hein. Je suis C'est d'accord. ouais, c'est super intéressant de pouvoir écouter quelque chose tout en faisant même finalement autre chose. Et je trouve que Ouais. c'est assez intéressant. Hmm. Et finalement, écouter, on s'imprègne un peu des mots qui sont, en tout cas, qui sont évoqués dans les podcasts, je trouve. Et puis parfois, on aurait tendance, moi, tu vois, par exemple, quand on fait un podcast, j'ai tendance à les réécouter puisqu'il faut que je gère le son et tout ça. Et forcément, on réécoute ce qu'on s'est dit, tout ça. Et des fois, ça fait réfléchir et c'est intéressant. Très intéressant. Comme tu dis, J'adore aussi. ça amène à la réflexion et puis à la progression. Tout à Alors, je fait. sais que tu travailles sur plusieurs canaux par rapport aux réseaux sociaux. Si tu devais en choisir un, lequel choisirais-tu et pourquoi? Hmm. Mon réseau social favori, c'est LinkedIn. Pourquoi c'est mon réseau favori? Parce que c'est là que je vais trouver l'information la plus pertinente dans mon métier. J'ai les meilleurs marketeurs B2B du monde qui postent tous les jours sur LinkedIn. Donc moi, tous les jours, je vais avec mon seau et je vais aller récupérer, je vais aller voler quelques idées pour les mettre dans ma petite tête, pour les mélanger et puis après pour en faire des étincelles. Donc, et Bon, aussi, LinkedIn, ça permet de créer du contenu, de toucher des gens, de faire du réseau, de faire des rencontres. Je me suis fait plein de super amis, de collaborateurs, de clients aussi, grâce à LinkedIn. Donc, c'est vraiment mon réseau préféré. ok. Tu es un peu un druide du marketing B2B et tu vas consulter les autres druides. C'est un peu ça, quoi. Pour préparer C'est un peu ça. la meilleure potion magique pour tes. Mais c'est ça, c'est vraiment de l'échange en fait. Moi, je vois pas les concurrents comme des concurrents au sens, c'est mes ennemis. Pour moi, c'est des gens avec qui j'aime bien échanger, et j'aime bien leur apporter mes recettes, parce que moi, j'aime bien voir leurs recettes aussi. On, on, on s'apporte en fait nos savoir-faire, on s'apporte nos tactiques, on s'apporte nos retours d'expérience. Ah, j'ai essayé ça comme campagne, est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ça comme type de façon d'écrire la publicité, etc. Des fois, on peut s'envoyer des clients, etc. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire du win-win sur LinkedIn. Ah bah oui, de toute manière, c'est un peu le principe, hein. De toute manière, je crois que quand on maîtrise une recette et qu'on la partage avec quelqu'un qui nous donne la sienne, c'est toujours intéressant, quoi. Je veux dire, si toi tu fais l'entrée et que tu as quelqu'un d'autre qui fait le dessert et un autre qui fait le plat du jour, bah, finalement, ça fait un bon repas à la fin. C'est sûr. Allez, ta ville préférée, est-ce que c'est Toulouse ou pas forcément? Non,
Ma ville préférée, c'est Lisbonne, au Portugal. Ah, ok. C'est une Et ville extraordinaire. du coup, c'est une ville où tu passes du temps? C'est une ville où j'ai passé quelques années, pendant 4 ou 5 ans, et c'est une ville à laquelle je vais revenir. En vrai, je suis un peu digital nomade, mais en restant plusieurs mois dans chaque endroit. Donc là, je suis quelques mois à Toulouse. Mais après, évidemment, je repartirai à Lisbonne et j'irai aussi à la rencontre d'autres villes et d'autres pays. Ok. Et du coup, quelle ville tu affectionnes le plus quand tu es digital nomade? Où t'aimes aller? Bah, justement, c'est à chaque fois à Lisbonne que je reviens le plus souvent, en fait. Parce que c'est là que j'ai vraiment un réseau de potes qui est super. Et à chaque fois là-bas, je fais des rencontres extra. Et ce qui est cool avec Lisbonne, c'est que c'est une ville qui est hyper dynamique par rapport à la qualité des gens, par rapport au brassage euh, multiculturel. Et en même temps, c'est pas une ville trop grosse comme Paris ou comme Londres. Donc du coup, on a vraiment ce bon mix entre l'effet village, petit village, mais aussi l'effet entre guillemets grande ville. Ok. Ok, ok. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Mais je crois qu'il y Ouais, a, il y a souvent des événements en lien avec le marketing à Lisbonne. ouais, il y a le Web Summit que j'avais fait, mais il paraît que c'est trop cool. Ok, ben à faire, hein. À faire. À tester, ouais. Ok, ben écoute, merci Mouni pour ce petit portrait chinois. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu peux nous parler un petit peu de comment on fait pour devenir marketeur B2B? Marketeur? Ouais. Ouais, je vais expliquer un peu mon parcours. Bah, en fait, moi, j'étais un gamin qui avait au final pas tant d'imagination que ça. J'avais des rêves, mais je savais pas trop quoi faire comme boulot. Donc, comme j'étais bon en maths, bah, j'ai fait prépa, voilà, prépa scientifique. Après, je suis parti en école d'ingé et puis après, j'ai fait ingénieur. Donc, j'ai suivi un peu une sorte de voie toute tracée sans forcément trop réfléchir. Et je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais pas, que je me sentais pas très bien dans cet environnement-là, que je me sentais pas à ma place en fait dans le métier d'ingénieur. Euh, pour moi, c'est un environnement trop statique par rapport à l'aspect technologique. Moi, j'étais ingénieur mécanique, donc ça, c'est un secteur qui évolue pas beaucoup en fait. Alors que moi, j'ai vraiment besoin que ça bouge vite. Et aussi, c'était très technique comme boulot, alors que moi, j'aime bien la communication, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien vendre des trucs. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, non, mais il faut que tu arrêtes de faire ça. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me passionner pour le marketing, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est très simple, hein. J'ai commencé à me former au marketing un peu en parallèle de mon boulot. J'ai quitté mon boulot. Et puis, après avoir quitté mon boulot, bah, en fait, je me suis lancé dans des side projects liés au marketing. Donc, j'ai lancé un blog sur le développement personnel. Je me suis mis à faire un peu de freelance pour, euh, pour aider des gens des entreprises plutôt sur leur marketing. J'ai bossé aussi en tant que volontaire pour une startup. Je les ai aidés un peu sur leur marketing. Puis après, d'ailleurs, j'ai intégré une agence digitale lyonnaise en tant que stagiaire qui ensuite m'a proposé un CDI. Donc, j'ai passé un an et demi chez eux en CDI à, à mettre en place plein de choses. Du coup, c'était génial parce que c'était un boulot dans lequel j'étais payé. En même temps, j'apprenais énormément. Je m'éclatais avec une super équipe. Donc, c'était super cool. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, je me suis dit, waouh, en fait, maintenant, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être digital nomade avec mon propre business. Et c'est là que je me suis lancé, en fait, en tant que consultant indépendant. Et depuis, bah, c'est la grande aventure. C'est l'entrepreneuriat. En fait, il y a la vision un peu sexy de l'entrepreneuriat avec ces gens-là qui disent, OK, ouais, je gagne, je sais pas combien d'euros par mois depuis une plage à Bali et je travaille 1 heure par jour. Donc ça, c'est un peu la vision carte postale. Euh, Et il y a la réalité. Et en fait, dans la réalité, il y a des moments cool, il y a des moments où tu gagnes énormément, il y a des moments où tu as plein de clients, il y a des moments où c'est génial, et aussi des moments où tu galères. Des moments où en fait, tu n'as pas de clients, par exemple, ou des moments où tu t'es raté sur un truc, tu te sens pas bien. Et en fait, si tu veux, c'est toujours un peu des montagnes russes. Donc, si tu n'as pas, en fait, à la base, l'envie de prendre ces montagnes russes avec les hauts, mais aussi avec les bas, ça ne sert à rien, en fait, de devenir entrepreneur. Il faut vraiment rester salarié. Et j'insiste vraiment dessus.
Ouais, il faut être émotionnellement prêt, quoi. Il faut avoir une bonne préparation mentale, finalement, pour être entrepreneur. Ouais, C'est un peu comme, sûr souvent et ce que je certain. dis, c'est un peu comme un athlète, quoi, au final. Ouais, je suis d'accord. Ça ressemble quand même beaucoup, quoi. Tu te prépares à une compète, il y a quand même beaucoup, il y a de la concurrence. Oui, Tu travailles beaucoup, mais tu sais pas si le résultat il sera là à la fin. Enfin, voilà, c'est on est un peu dans la même logique, quoi. c'est exactement ça. Tu vois, faut pas avoir peur de te. Enfin, tu vois, les échecs, bah, c'est tout le temps en fait. T'envoies une propale, la propale, elle se fait refuser peut-être 70% du temps. Tu closes pas tous les clients. Bah, en fait, 70% du temps, tu es en échec. Donc, si tu es une personne qui ne supporte pas l'échec, c'est même pas la peine, quoi. Et puis, c'est pareil pour tout. Construire une audience. Construire une audience, c'est pas tu lances un podcast et au bout de 5 épisodes, ça y est, euh, toutes les marques veulent te sponsoriser et tu fais 10 000 euros par mois avec ton podcast. Non. Il faut attendre très, 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 très longtemps et produire énormément de contenu à très forte valeur ajoutée de manière fréquente à ton audience pour commencer à avoir des résultats. Donc, Ouais, c'est clairement, il clair. faut savoir tout ça. C'est clair. Ce qu'on appelle l'effet cumulé, hein, tout simplement. Ouais, L'effet cumulé l'effet du cumulé. travail. L'effet cumulé du travail, de la qualité de ce que tu fais, le fait d'être constant aussi. Il faut que, voilà, de Ouais, produire régulièrement. On a vite fait de t'oublier, hein, si tu produis pas de toute façon. Il y en aura d'autres qui ouais, produiront pour toi, hein. absolument. C'est un peu ça, quoi. Ok. Hmm. Bon, ben, super pour ton parcours. Si je te pose la question de savoir quel skill t'inspire aujourd'hui, ton parcours, tu répondrais quoi? Hmm. Je suis content de mon parcours, parce que je suis vachement heureux en fait. Je peux pas imaginer une autre vie que la vie entrepreneur. Parce que dans cette vie, même si c'est pas facile, même s'il y a des hauts, des bas, euh, je me sens, je me sens maître de mon parcours en fait. Je me sens maître, je suis dans le cockpit, c'est moi qui décide, c'est moi qui mets en place des choses, c'est moi qui des fois me casse la gueule, mais quand je me casse la gueule, bah, je peux me relever et je peux répartir à l'attaque. Et c'est cette autonomie qui, pour moi, de toute façon, c'est ma valeur principale, c'est la liberté. Euh, je préfère être libre que heureux en fait. Ok, ça va un peu ensemble, non? Ça va un peu ensemble. Mais si je devais choisir entre les deux, je prendrais le libre. Ok. Ouais, c'est sûr que c'est mieux que d'être heureux en prison. C'est sûr. Ok, ok. Mais je trouve que les deux valeurs vont ensemble, quoi, parce que quand tu es libre, tu peux faire un peu ce que tu veux. Bon, après, voilà, il y a des choses que tu peux pas faire, puisqu'on vit en société, il y a des règles, il y a des choses que tu peux Oui, pas. bien sûr. Et puis, en fonction des pays où tu vas, bah, les règles sont différentes, donc tu es obligé de t'adapter. Tout à fait, ouais. Mais globalement, oui, tu as cette liberté de choisir ce que veux faire dans ta journée, en fait. C'est ça qui est C'est intéressant, je trouve. exactement ça. Tu choisis tes clients, tu choisis ta stratégie de communication, tu choisis comment tu organises tes journées, tu choisis tout en fait, tes process, tes Mm. partenaires, enfin, etc. C'est génial. C'est clair. C'est clair, c'est vrai que c'est un concept intéressant. Voilà, j'invite tout le monde à être entrepreneur. Et ça changerait quand même beaucoup de choses. Et t'imagines si si en fait dire tout devenait en fait du type de l'entrepreneur, finalement, tu serais obligé de produire chaque jour quelque chose, Hmm. de produire de la Je, valeur. Tu pourrais pas dormir. Donc je pense, ça changerait l'économie du monde, je pense. ouais, mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Vraiment. Mm. Ça va vraiment pas à toutes les personnalités. Euh, donc, ouais, je pense qu'il faut pas se. Voilà, si on veut être entrepreneur, effectivement, il faut le faire évidemment, mais il faut pas se convaincre que c'est le meilleur chemin forcément pour soi-même. Chacun doit vraiment prendre son. C'est Bah, ce que je disais pardon. tout à l'heure. Voilà. C'est un peu comme les athlètes, hein. Tout le monde ne peut pas devenir athlète de haut niveau, hein. Ça demande des qualités physiques, des qualités Ouais, mentales, une rigueur et cette capacité aussi à se dépasser, mais aussi à faire beaucoup de sacrifices sur plein d'autres choses, hein.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas que des qualités, ça peut être aussi, on peut aussi voir comme des défauts, tu vois. Il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais attends, vivre avec des montagnes russes, avec de l'instabilité, avec tout ça, moi, j'en veux pas. Moi, je veux de la stabilité, je veux tu vois, je veux pouvoir prévoir sur très long terme, etc., etc. Et tu vois, il y a aucun jugement de valeur. Enfin, moi, j'ai des potes à moi, ils ont choisi un mode de vie, entre guillemets, classique, tu vois, enfin, tu vois un peu le genre, tu vois, où où t'es employé dans une boîte, t'es bien payé, tu montes, tu montes, tu montes, tu achètes une maison, tu fais des enfants, t'as le chien et tout ça. Enfin, tout ça, tu vois, franchement, si ça rend la personne heureuse et que c'est vraiment ça qu'elle veut, mais vraiment, mais 3000%, faut pas que la personne se dise, ah mais non, attends, ouais, en fait, en vrai, non, non, il faut être entrepreneur parce que c'est cool et tout ça. Faire attention à ça, en fait. Ouais, je pense que c'est un état d'esprit, tu as raison. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de. C'est quelque chose où, en fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont quand même beaucoup besoin de créer, de rencontrer du monde, et puis d'apporter un peu ce côté utile au monde, en fait. Il y a un côté Ouais, il y a utile. ça. Ouais. Il y a le goût du risque aussi, je pense. Le goût du risque, ouais. Donc, moi, j'adore le risque, par exemple. Donc, il y a le côté un peu border. Mm. Ouais, c'est ça. Le côté border et le côté de dire, ouais, enfin, j'ai essayé un truc, peut-être que ça va faire x10, ou peut-être que je me vautrer total. Bah, ça, j'adore. Ok. De quoi tu es le plus satisfait aujourd'hui? Hmm. Je pense que j'apporte beaucoup de valeur à mes clients, à mon audience. Et aujourd'hui, en tout cas, dans mon business, c'est vraiment ça qui me satisfait le plus et qui me rend le plus fier. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que c'est une phrase qui, à un moment donné, a fait écho à ton parcours? Ben, je crois que c'est Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, qui a dit un truc du genre, euh, si c'est pas interdit par les lois de la physique, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Bon, évidemment, faut placer la chose dans son contexte, mais à une époque, j'aurais pu croire que c'était impossible de bâtir un business qui me rende géographiquement indépendant, et particulièrement avant le Covid, c'était pas forcément à la mode en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était possible, il y avait des types qui l'avaient fait, et au final, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Bon, après, voilà, donc, il y a plein de choses en fait qui sont toutes les choses qui ne sont pas interdites par la physique, par définition, tu peux les faire en fait. Donc là, les possibilités sont quasiment illimitées C'est si tu mets mathématique. l'effort et que tu as un peu de chance. C'est ça. C'est mathématique. Ok. On va parler un peu plus de. Du coup, on va parler un peu de ton parcours. C'était super Mhm. intéressant d'échanger là-dessus avec toi. Du coup, on va aborder un peu la thématique du mental. Moi aussi, tout ça aujourd'hui. Et la première chose que j'aime bien demander, c'est si tu devais définir le mot mental, comment tu le définirais, toi? Waouh! Définition clairement complexe. Hmm. Bah, je dirais que c'est pas mal de choses. La première composante, je dirais que c'est un ensemble de croyances que tu as, croyances sur toi, croyances sur les autres et croyances sur le monde. Donc, tu as tout un tas de croyances que tu empiles. Donc ça, je dirais que c'est la première composante, c'est toutes les croyances que tu as en fait. Et la deuxième composante, bah, ce sont les différentes forces mentales que tu peux avoir. Donc, les capacités en fait. Donc, discipline, focus, résilience. Ouais, pour moi, c'est les trois grandes forces. Ok. Et c'est les trois grandes forces que tu pourrais attribuer à quelqu'un, que tu pourrais définir comme une personne ayant un bon mental? La quatrième, ouais, j'ai vu une quatrième, c'est l'état d'esprit de croissance ou growth mindset de Carol Dweck. Donc, cet état d'esprit, en fait, c'est un état d'esprit dans lequel tu vois tout challenge, non pas comme quelque chose qui menace ton identité. Par exemple, tu as échoué dans quelque chose, c'est-à-dire que tu es une merde. Le contraire. Si tu as échoué dans ça, c'est le monde qui te dit que tu dois t'améliorer dans ça, ou que tu peux t'améliorer dans ça. Et pour moi, le growth mindset, je dirais que c'est peut-être le mindset le plus important
pour les gens qui veulent s'améliorer. Parce qu'en fait, c'est un mindset qui te dit que tu peux relever virtuellement tout challenge si tu acceptes de développer la capacité associée. Ok. J'aime bien ce terme, growth mindset. J'aime bien, parce que finalement, dans le growth, il y a beaucoup d'A/B testing, de recherche, d'essayer de trouver la meilleure option possible pour faire le meilleur résultat. Et finalement, ouais, je trouve que ça va bien aussi avec cette recherche du meilleur état d'esprit pour être la meilleure version de soi-même aussi. C'est ça. Il faut faire attention au fake growth mindset, au faux état d'esprit de croissance. C'est quoi le fake growth mindset? C'est faire, par exemple, c'est faire des choses inefficaces et dire « Ah ouais, c'est génial, c'est trop bien ce que je fais. » Bah non. Si tu fais de la merde pendant 6 mois, à un moment donné, il faut te dire Non, là, je fais de la merde. Mes résultats sont inefficaces. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon process. Peut-être que j'ai besoin d'un coach ou d'un consultant, ou un ami qui va me dire « Là, il y a un problème dans ton approche, il faut probablement changer. » Donc, ouais, il faut faire attention à ça. Bah oui, de toute manière, toujours, comment dire, se donner la possibilité de bien s'entourer, d'être bien accompagné par des spécialistes dans quelque chose où on veut être performant. Ouais. Voilà, on peut être. Je pense qu'on peut apprendre très vite et sur beaucoup de choses, mais devenir expert de quelque chose, ça demande quand même beaucoup de temps et d'expérience. Et du coup, ce temps et cette expérience-là, d'autres l'ont capitalisé pour toi. Donc, si tu peux en profiter, il faut faire appel à des spécialistes, quoi. Je suis carrément d'accord. Pour devenir expert dans quelque chose, il faut déjà apprendre. Donc, effectivement, tu peux apprendre via du contenu, mais aussi apprendre avec des gens qui sont dans un mastermind. Par exemple, moi, je fais partie de plusieurs masterminds. Je suis partie de plusieurs groupes sur Slack, par exemple, où il y a des gens qui posent des questions et qui répondent. Donc, des fois, je pose des questions, des fois, je réponds aux questions. Il y a des masterminds que tu peux faire aussi de manière par Zoom, par exemple. Moi, j'ai un mastermind avec des potes. On fait ça tous les mois et on se challenge mutuellement sur nos business, sur ce qu'on fait, sur nos habitudes. Et on se dit, OK, comment est-ce que je vais faire maintenant pour m'améliorer? J'ai ce challenge-là. Qu'est-ce que vous me conseillez avec votre vision extérieure? Et évidemment, tout ce learning, il faut évidemment le confronter à la réalité. D'ailleurs, tu implémentes, tu exécutes, tu mets en place des choses et tu regardes ce qui se passe, en fait. Et c'est comme ça que tu itères le plus rapidement possible. Ok. En plus, toi, dans ton métier, le marketing, ça évolue, quoi. Je veux dire, la technologie évolue, les réseaux évoluent, les algorithmes évoluent. Du coup, tu es obligé de tester tout le temps, quoi. Je teste tout le temps et plus de 4 heures par semaine sont allouées pour moi à la R&D. C'est quoi la R&D? C'est aller chercher des nouveaux, consommer du contenu, tester des choses pour toujours apprendre encore un petit peu. Et puis, pour voir les effets, du coup, que ça a sur. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Je fais beaucoup de trucs. Pour moi, il y a quelque chose qui est central dans ma vie, c'est les habitudes. J'ai vraiment été très influencé par James Clear, qui a expliqué que si tu arrives à construire une fondation de bonnes habitudes et qu'en même temps, tu arrives à déconstruire au fur et à mesure tes mauvaises habitudes, c'est le meilleur chemin en fait pour réussir et pour aller où tu veux aller. Pourquoi? À cause des effets cumulés. En gros, en étant 1% meilleur chaque jour sur une certaine compétence, à la fin de l'année, je crois que tu es 33 fois meilleur. Donc, tu multiplies ta performance par 33. Alors, par contre, si tu es 1% pire tous les jours, je crois qu'à la fin de l'année, je crois que tu es 12 fois pire ou 13 fois pire. C'est comme ça. Donc, Ouais. moi, au final, le plus important, c'est ça. C'est maximiser mes bonnes habitudes et avoir moins de mauvaises habitudes. Donc, tu vois, j'aime bien suivre mes habitudes. J'ai un petit fichier Excel où je mets mes habitudes et tous les jours, je coche en fait, ce que je fais. Donc, en fait, ça me permet de me rappeler déjà, ah oui, tiens, j'ai cette habitude-là que je vais mettre en place. Et aussi, ce qui me permet à la fin de la semaine de me dire, ah ouais, tiens, là, j'ai moins fait cette habitude-là et cette habitude-là, peut-être.
Et du coup, la semaine d'après, je vais plus me focaliser sur celles-là pour essayer de mieux les faire, en fait. Mm. Et comme habitude de base que j'ai pour mon mindset, moi, je dirais la méditation. Je trouve que c'est vachement important, en fait, parce que ça te permet non pas seulement de te déstresser, ça c'est la base, ok, je médite, du coup, je suis moins stressé, c'est cool. Ça permet, en fait, de beaucoup mieux comprendre ton discours interne, de beaucoup mieux comprendre tes pensées, tes émotions en temps réel, et du coup, de pouvoir adapter, de pouvoir ajuster, et de ne pas paniquer. Et du coup, de toujours prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles. Donc, pour la méditation, c'est vraiment une base. Après, j'aime bien, du coup, j'aime bien auditer mon mindset de temps en temps. C'est-à-dire que, par exemple, je vais passer par des cours en ligne ou même par, je vais m'inspirer un peu d'une certaine pratique pour aller auditer mes croyances, par exemple. Quelles sont mes croyances par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport au monde? Est-ce que ces croyances sont limitantes ou est-ce qu'elles sont aidantes? Parce qu'en fait, le truc, c'est que on est souvent drivé par des croyances inconscientes dont on est, par définition, on est inconscient de ces croyances-là. Et ce qui se passe, c'est que quand on est confronté à des choses dans la réalité, et ben, si cette chose-là, elle va rentrer elle va rentrer en collision avec des croyances qu'on a, ça va engendrer une réponse émotionnelle très forte qui va nous faire quelque chose d'un peu débile. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas rendu ces croyances inconscientes ou conscientes, on va continuer à être drivé par ça. Je crois que Carl Jung a dit, tant qu'on ne rend pas l'inconscient conscient, on va continuer à, en fait, on va continuer à faire, on va continuer en fait à aller dans une certaine direction et on va appeler ça le destin. On reproduit, quoi. Ouais, sans s'en On rendre compte. reproduit. Mm. Effectivement, ouais. Effectivement. Quand tu parlais, ça me faisait penser un peu au. Tu sais, quand on a des PC là, sous Windows, là, souvent ils te proposent tu sais, un scan disque. Ouais, Ça me faisait penser un peu à ça, finalement. C'est bien de faire un peu de temps en temps son scan disque cérébral pour mais remettre un carrément. peu. Remettre. Mais ça me faisait pas. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser à ça, sûrement parce que je l'ai fait hier Mais c'est une sur mon bonne, PC. c'est une bonne image, ouais. Et le truc, c'est que ça, tu peux pas c'est très dur de le faire en temps réel, dans ta vie quotidienne, en fait. Parce que ça nécessite vraiment de te distancier, de prendre du temps pour toi, de faire cet exercice qui émotionnellement est très difficile. Donc, clairement, si c'est un truc que tu fais pas de façon fréquente, je crois que moi, ça explique pourquoi certains, ils font des crises, en fait. Tu sais, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, etc. Moi, ma théorie, c'est qu'ils ils ont peut-être pas assez fait d'introspection. Donc, pendant 10, 20, 30, 40 ans, ils sont allés dans une direction bien en tête, sans jamais introspecter. Et un jour, ils se sont dit, waouh, ça va pas du tout, du tout, du tout. Et voilà, je suis pas du tout allé dans la bonne direction. Et là, ça éclate complètement. Et c'est un carnage. Mm. Alors qu'au final, si tu fais, c'est au lieu d'avoir une énorme crise où tu détruis tout, toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les ans, je sais pas, tu fais juste la fréquence, tu vas vraiment faire cette audit-là, tu le fais toi-même, tu le fais avec un thérapeute, tu le fais avec un coach, voilà, ça, tu choisis les modalités, et au moins ça te permet en fait de t'update de manière plus fréquente. Ouais, c'est clair, tu as complètement raison. Mais après, il faut avoir aussi cette prise de conscience de faire ce travail aussi. Parce que finalement, souvent, qui sont peut-être dans le guidon, finalement, comme tu dis, ils prennent pas de temps pour eux, ils donnent, Ouais. mais finalement, c'est un peu le temps qui s'impose à eux parce qu'on leur prend le temps pour qu'ils soient productifs à des choses qui finalement n'ont peut-être pas forcément du sens pour eux parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Et quand ils se rendent compte que finalement ça n'a pas de sens pour eux, ils ont finalement donné beaucoup de temps à des choses qui n'avaient pas de sens et finalement ils se sont pas donné de temps à eux pour réfléchir sur les choses qui pourraient avoir du sens pour eux. Donc au final, c'est important de peut-être dès le départ de réfléchir à qu'est-ce qui fait sens pour nous en termes C'est sûr. de valeur et d'envie d'apporter, en tout cas par rapport à quelque chose qu'on aime, quelque chose au monde ou Ouais. aux gens. Ou. C'est ça. Parce que je pense que tout le monde a des valeurs bien spécifiques, quoi. Il y en a qui sont bons Mm. dans tel domaine, il y en a qui sont bons dans d'autres domaines. Mais je pense que si on réfléchit bien au domaine dans lequel on veut, en tout cas, apporter sa pierre à l'édifice, c'est important tout de suite, ça va changer la donne. Après, Ouais. on peut évoluer en cours de route. Et si on introspecte, on peut
se dire, ah ben, j'aime bien ce domaine-là dans ma branche. Parce que par exemple, si je prends ta branche à toi, dans le marketing, il y a plein de choses qui peuvent être totalement différentes. Avant, il y avait un Oui, marketing qui était complètement classique, le digital n'existait pas forcément. Donc, il y oui. avait... Après, le digital est arrivé, donc forcément, ceux qui faisaient du marketing, ils ont dû finalement reprendre un peu, se former aux nouveaux réseaux sociaux, évoluer, tout ça. Donc, on se rend compte que finalement, tu peux partir d'un truc, mais petit à petit, en progressant, tu vas t'ouvrir d'autres branches du marketing qui peuvent Oui, éventuellement t'inspirer et où tu vas pouvoir devenir un expert et apporter une autre vision aussi, parce que tu as plein d'expériences du point de départ. c'est carrément ça. Tu peux laisser faire ta curiosité et au final, ce qui va faire que tu vas devenir le meilleur dans ce que tu fais, c'est de suivre ta curiosité en fait. Parce que si tu arrives à faire les choses qui te passionnent vraiment, que tu kiffes vraiment, en fait, tu vas aller plus en profondeur que les autres au final. Tu vas pouvoir aller plus loin en fait, si tu aimes vraiment ça. En fait, ce ne sera pas vraiment du travail. Pour moi, le marketing B2B, c'est pas du travail, c'est du kiff, quoi. Moi, ça m'éclate en fait. Ça m'éclate d'analyser les pubs des concurrents, de, de voir les nouvelles pratiques, de tester des choses. Et du coup, forcément, c'est sûr que ça fait des meilleurs résultats. Et en plus, ça te rend plus heureux. Ça fait que le travail devient quelque chose de fun, quoi. Non, je crois que tu as mis le mot sur le mot, hein, c'est être curieux, en fait, simplement. Ouais. Être curieux, et puis aussi, je crois qu'il y a autre chose alors moi, c'est quelque chose qui m'anime dans pas mal de domaines, il y a la curiosité, mais aussi comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, tu vois, des trucs comme ça. Et Ouais. essayer de détecter finalement le modèle de réussite, tu vois, de pourquoi ça a fonctionné. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut, tu sais, ça peut rendre fou, tu vois, ou à l'inverse, pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai mis toutes les bonnes recettes et là, ça marche Ouais. pas. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ouais. Clairement. Ok, on va parler un peu de confiance et de droit à Mhm. l'erreur. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? Hmm. Alors, droit à l'erreur, OK. Donc, pas de souci, c'est OK de faire des erreurs. Faire 15 fois la même erreur, c'est pas OK par contre. Et ça, c'est un message à moi-même, hein. Parce que ça m'arrive encore des fois. Des fois, je fais une erreur et je la refais, je la refais, je la refais. Et un jour, je me dis, non, mais Moni, à un moment donné, il faut arrêter. Que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, hein. Après, dans la vie pro, j'essaie d'avoir un process, c'est-à-dire que à chaque fois, j'ai un incident sur un compte client, par exemple, un mauvais feedback d'un client, ou par exemple, même juste, je me rends compte que le résultat, il n'est pas top. J'ai un learning que je vais capturer dans mon système de gestion qui va faire que je ne vais pas la répéter. Mais ça, dans la vie perso, j'ai un peu moins ça. Et je pourrais peut-être un peu plus avoir un process pour éviter de répéter à l'infini les erreurs dans la vie perso. Ok. Si je te parle de confiance, notamment la confiance en soi, est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis avec le temps ou c'est quelque chose qui, dès le départ, finalement, tu étais dans des bonnes prédispositions parce que ton éducation, tes parents étaient là tout le Hmm. temps pour pouvoir te mettre sur les bons rails? Hmm. Question intéressante. Quand j'étais petit, j'avais pas trop confiance en moi, en fait. Je me trouvais moche, je me trouvais à part, et j'étais un peu à part d'ailleurs, j'avais pas de potes, hein. Euh, Comment j'ai fait en fait? Je pense que c'est parti avec. Ouais, c'est parti de là en fait. J'ai appris à danser. Je savais que je voulais apprendre à danser. Du coup, j'ai appris à danser, que ça avait l'air cool. Et quand je me suis rendu compte que je dansais plutôt bien, ça m'a permis d'aller dans des soirées. Et du coup, je dansais, et du coup, les gens, ils voulaient être potes avec moi. Et du coup, je me dis, ah, tiens, en fait, au final, voilà, je peux me faire des potes, en fait. Je peux devenir populaire, je peux devenir sociable, etc. Et après, derrière, il y a eu une sorte de, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Quand tu, inertie, voilà, un effet d'inertie. Ok. Où en gros, ok, du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de trouver des livres ou de trouver des pratiques pour essayer de devenir plus populaire, pour essayer de me faire des amis plus facilement, etc. Et après, j'ai vraiment été pris en fait dans ce tourbillon de, ok, en fait, au final, je peux apprendre, je peux tout apprendre en fait. Ok. Tu t'es servi de la stratégie B2B de John Travolta. Exactement, exactement. Voilà. Ça a eu un effet synergie
sur tes conquêtes féminines, du coup, tu as eu plus de potes d'un coup parce que tu as eu plus de nanas autour de toi. Mais comment tu fais, Moni, pour avoir tous ces nanas? Ok. Euh, du coup, ben voilà, on sait tout maintenant sur ta confiance, comment tu l'as acquise et du coup, sur le droit à l'erreur, comment tu le perçois. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque des difficultés ou c'est plutôt quelque chose que tu as fait avec? Ah, ça, c'est un truc intéressant comme question. Parce que tu m'as posé la question il y a 2 semaines, j'aurais dit, oh non, mais moi, t'inquiète, moi, je m'en fous, le droit des autres, t'inquiète. J'ai lancé un podcast il y a 2 ans. J'écris du podcast tous les jours sur LinkedIn depuis, enfin, tous les jours, enfin, très souvent sur LinkedIn depuis plus d'1 an. C'est pas un problème pour moi. Et si tu sais, c'est quoi? J'ai fait introspection pas plus tard que ce week-end. Et ce qui est ressorti notamment de cette introspection-là, c'était que j'avais peur d'écrire certains types de contenus sur LinkedIn qui me mettraient un peu plus à nu par rapport à mon audience. C'est-à-dire que moi, je suis très à l'aise pour écrire des posts hyper tactiques, hyper techniques sur le marketing B2B, mais j'ai pas vraiment écrit des posts dans lesquels j'expliquais, par exemple, ma façon de travailler, dans lesquels j'expliquais un peu les coulisses un peu de mon business, de ce que je voulais faire et de ce que j'avais fait. Et en fait, si tu veux, parce qu'il s'est passé, je me suis vraiment rendu compte que j'avais cette peur viscérale de le faire. Et que cette peur, très certainement, elle vient un peu de mes traumas pendant l'enfance. Et le fait, en fait, si tu veux, de la faire sortir, ça a été très puissant. Et du coup, ça m'a fait que je me suis engagé, bah là, clairement, dans les prochains jours, je vais sortir de ce genre de poste. Ok, tu parles un peu plus de toi, mais d'une manière différente. Où je parle plus de moi, bon, voilà, évidemment, on rend ça intéressant au maximum et pertinent pour l'audience. Donc, ouais, c'est marrant comme des fois, en fait, tu peux te dire, ouais, mais ça c'est bon, ce trait de caractère, ou cette croyance limitante, c'est bon, c'est géré, etc. Alors qu'en fait, non, c'est pas géré. Tu as encore quelque chose dans lequel tu n'es pas en quête, tu as quelque chose qui te limite, mais tu ne te rends même pas compte. C'est ça qui est ouf. Tu ne te rends même pas compte de cette croyance limitante. Et en fait, tu as le frein à main qui est activé depuis le début et tu continues à bourriner. Et de ce côté-là, en fait, bah, c'est plus difficile. Tu ne te rends pas compte. Donc, le moment où tu te rends compte, bah, c'est là que c'est magique. Ouais, non, c'est clair. Bah, du coup, j'ai le titre de ta prochaine publi. Comment associer marketing B2B et apprendre à danser avec John Travolta. Voilà, à toi d'écrire maintenant. Ça va être drôle, ouais. Ça va être drôle. Après, si tu regardes dans la danse, il y a de l'improvisation, il y a de la recherche, mais quelque part, il y a aussi, enfin, voilà, c'est du travail, mais il y a beaucoup de création. Clairement. C'est beaucoup de travail, effectivement. Ouais. Ouais, Ouais. beaucoup de création, c'est très artistique, ils sont très perfectionnistes en général. Et je te dis ça parce que c'est une de mes prochains objectifs, c'est d'aller chercher. Alors, du coup, j'ai eu la chance d'interviewer Maë, qui est une athlète olympique en patinage artistique, mais Excellent. j'aimerais bien aller interviewer un homme et une femme, mais qui sont, tu vois, danseurs et danseuses professionnelles à l'opéra, par exemple. Ah, d'accord. Tu vois, C'est bien. je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de rigueur, beaucoup de Ah travail, oui, extrême. beaucoup d'exigences. Et donc, Hmm. c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Ok, alors on va parler de ta motivation. Alors, c'est quoi tes ressources pour être motivé au quotidien? Après, tu as le droit de ne pas Hmm. être motivé au quotidien, bien évidemment, hein. Mais Ouais. comment tu fais pour te booster quand tu as besoin de l'être? Ouais, bonne question. Hmm. Il y a plusieurs couches, en fait. Je pense que si tu utilises que la motivation, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Ça va être trop compliqué, en fait. Donc déjà, la première chose, c'est retirer les freins. Donc ça, c'est ce qu'on a dit par rapport aux croyances limitantes. Mais je dirais une deuxième chose, c'est mettre en place des systèmes. Par exemple, je vais dire un truc tout bête. Euh, Moi, en fait, avant, j'étais accro aux réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, Instagram, même les applications de rencontres, etc. J'étais accro, j'adorais ça. Donc, j'y allais tout le temps.
Et en fait, j'aurais pu utiliser la motivation seule pour m'en débarrasser. Donc, très bien, j'aurais pu m'en débarrasser en partie. Mais ce que j'ai fait, j'ai rajouté une surcouche. J'utilisais une application, tout simplement pour bloquer ces applications. En fait, ce qui se passe, c'est que le truc, c'est que le Moni à 8 heures du matin, il est souvent beaucoup plus intelligent et rationnel que le Moni à 20 heures quand il est fatigué. Et donc, ce qu'il peut faire, le Moni à 8 heures du matin, c'est qu'il peut se dire, OK, bah, ce que je vais faire, c'est que pour le Moni de 20 heures, je vais bloquer en avance toutes ces applications-là. Comme ça, quand il aura la tentation d'y aller, bah, il ne pourra pas. Il se dira, ah ouais, effectivement, j'ai de la friction, du coup, je ne vais pas y aller sur cette application. Donc, moi, je dirais mettre en place des systèmes, c'est super aidant. Un truc tout bête aussi, le mobile, le téléphone portable, bon, c'est quand même vachement addictif, c'est vachement distrayant. Bah, tout simplement, je le mets, là, il est pas dans la pièce. Donc, je le mets dans la chambre, dans un placard, etc. Ce qui fait que du coup, bah, vu que je ne vois pas le téléphone, je n'ai pas envie d'y aller, quoi, tout simplement. Donc, quand le travail devient difficile, parce que des fois, le travail devient difficile, donc le cerveau, il se dit, ah ouais, maintenant, il me faut la dopamine pas chère. Comment faire pour avoir la dopamine pas chère? Je vais sur Instagram. Bah, du coup, mon cerveau n'a pas cette idée-là parce qu'Instagram, il est tellement loin, en fait. Instagram, il est dans le téléphone qui est à l'autre bout de la pièce, en fait. Maintenant, qui est au l'autre bout de la maison. Donc, du coup, de mettre en place des systèmes pour vous amener, en fait, à prendre des meilleures décisions, moi, je trouve que c'est super aidant. Et enfin, derrière, bah, moi, je te dis, c'est vraiment les habitudes, au sens que je pense que plus tu as des bonnes habitudes de travail, moins tu as besoin de motivation. Par exemple, tu vois, j'ai une routine matinale, bon, vachement stricte. Effectivement, je pense que si je la raconte, les gens ils vont me dire, mais c'est horrible, comment il fait, ou pourquoi il fait ça. Mais du coup, moi, ça m'aide vachement. Le fait d'avoir une routine matinale, une routine du soir, bah, ça m'aide en fait à automatiquement aller faire la prochaine étape et aller faire en fait ce qui est le mieux pour moi, sans avoir besoin de me motiver, de dire allez, vas-y, fais-le, tu sais que c'est bon pour toi, donc let's go. Ok. Donc Bon, voilà. on n'a pas assez dit ni trop dit. Du coup, c'est quoi ta routine? Ça m'intéresse maintenant. Bah, du coup, bon, on va commencer par la routine du soir. Donc, en gros, 2 heures avant, plus d'écran. Donc, tu vois, si je me couche à 23h30, à 21h30, plus d'écran. Et 1 heure avant, en fait, si tu veux, j'arrête toute activité. Donc, tu vois, là, enfin, je vais prendre ma douche, je vais méditer, je vais faire du yoga, enfin, ça dépend, tu vois. Je fais des trucs vraiment pour… En fait, si tu veux, c'est quand tu vas te coucher, ton cerveau, c'est comme un avion qui atterrit. Un avion qui atterrit, tu vois, ça fait des cercles. Ça fait des cercles, ça descend, et ça atterrit tout doucement. Si ton avion, en fait, il passe de 900 km/h à 0 km/h en 2 secondes, ça explose et tout le monde meurt, en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, les gens, et moi y compris, hein, en fait, dans le passé, en tout cas, ce que je faisais, c'était OK, c'est 23h30 ou minuit, boum, voilà, j'étais sur Facebook, bon, maintenant, je vais au lit. En fait, ton cerveau, il se crache complètement. Ce que tu as besoin, en fait, ce dont ton corps et ton cerveau a vraiment besoin pour bien dormir, et on sait très bien que le sommeil, c'est le pilier fondamental de la santé et de la performance, bah, c'est d'avoir, en fait, c'est de te faire une petite piste d'atterrissage pendant 1 heure. Et donc, pendant 1 heure, tu laisses à ton corps et à ton cerveau le temps de se relâcher, de se détendre, pour après bien dormir. Donc, du coup, ce que j'essaye, c'est toujours dormir un peu à la même heure. Tu vois, moi, je dors, en fait, moi, c'est très simple, je passe 9 heures dans le lit. Donc, je suis dans le lit entre 23h30 et 8h30. Donc, je dors environ 8 heures parce que temps passé dans le lit n'est pas la même chose que temps passé vraiment à dormir. Et du coup, à 8h30, je me réveille. Et ce que je fais, en fait, c'est que typiquement, bah, je fais un truc, c'est je fais un petit peu de sport, en fait. Genre, je fais tout simple, hein, je fais 5 pompes, 5, comment on appelle ça, 5 squats et 30 secondes de planche. Donc, c'est tout bête, hein, mais juste, ça permet, ça lance mon corps. Et derrière, je prends une douche froide. Donc là, j'en suis à 2 minutes de douche froide. Donc, soit je commence directement par le froid, mais bon, j'y vais doucement, hein. Je commence par les pieds, je fais un peu les jambes et je monte un petit peu. Soit je commence par le chaud et puis après, je bascule progressivement par le froid. Et en fait, si tu veux, le fait de commencer la journée par des choses difficiles, bah, ça fait que la journée est facile. Tu vois, il y a un mec dans le podcast Niferis, il a dit choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Et j'aime bien, en fait, quand je prends ma douche froide, penser à ça, parce que je me dis, putain, c'est dur, cette douche froide. Fait chier. Mais je me dis,
OK, mais en prenant cette douche froide qui est difficile, bah, au final, j'aurai une journée plus facile. Et en fait, c'est vrai, parce qu'après, tout coule de source. Donc, après ma douche, bah, j'aime bien sortir dehors pendant 15 minutes. Qu'en fait, si tu veux, Andrew Huberman, il explique que le meilleur moyen, ou l'un des meilleurs moyens d'optimiser ton sommeil, c'est le matin de récupérer un maximum de lumière au niveau de ta peau et au niveau de tes yeux. Et pour capturer un maximum de lumière au niveau de ta peau et tes yeux, le meilleur moyen, bah, c'est de sortir dehors. Parce que si tu veux, le truc, c'est que le soleil, en fait, quand les rayons de soleil passent par les fenêtres, ils sont vachement filtrés. Donc, même si tu es à l'intérieur et qu'il y a beaucoup de soleil, tu ne récupères pas assez en fait, de lumière. Donc, tu as besoin en fait, d'avoir ce reset le matin. Donc, moi, je fais 15 minutes, tu vois, je sors le matin sans technologie, donc sans téléphone, donc pas de podcast, hein, pas d'e-book, juste je marche. Et du coup, quand je rentre, bah écoute, bah voilà, je rentre, je me pose, je commence à bosser direct en fait. Et en gros, jusqu'à midi, je n'ai pas de téléphone. Donc, si tu veux ça, le fait de faire ça, bah, c'est une routine que j'ai mise au fur et à mesure. Hein. Ce n'est pas d'un coup, je me suis dit, je vais faire tout ça d'un coup. J'ai mis quelques mois à la faire, j'ai rajouté une habitude au fur et à mesure. Enfin, j'ai rempli les habitudes l'une après les autres, en fait, l'une après l'autre. Et là, c'est ça qui fait que c'est très facile pour moi, au final, d'être performant le matin parce que bah, c'est juste quelque chose que je fais de manière automatique, en fait. Ok, c'est super intéressant. Bah, du coup, tu crées finalement des rituels de bien-être, hein, et pour pouvoir être aligné pour chaque tâche. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le cerveau, il aime bien les routines. Le cerveau, il aime bien les routines. Pourquoi? Parce que du coup, il a moins besoin de réfléchir. Du coup, c'est plus facile pour lui, en fait, de, de tout, euh, de tout faire, en fait, l'un après l'autre. Effectivement. On va parler de, finalement, les routines, c'est souvent, en tout cas, un outil qui aide à gérer la pression et le stress. Et parce que du coup, si on est focus sur les éléments qui sont dépendants de nos actions et qu'on n'est pas forcément focus sur les éléments qui pourraient nous distraire ou qui ne dépendent pas de nous, ça amène beaucoup moins d'anxiété et moins de paramètres, en tout cas, qu'on ne maîtrise pas. Toi, quand tu as du stress, de la pression, alors je parle de stress négatif, hein, un truc qui, Ouais. tu vois, qui vient de plomber, quoi. Pas le stress positif qui t'active et qui te booste, quoi. Ou de la pression, ça, je sais pas, qu'est-ce que ça peut se traduire comme pression, toi, dans ton travail? Peut-être la pression d'un client qui veut avoir un résultat rapide, ou enfin voilà, ça peut être ça, peut-être. Comment tu fais pour gérer la pression? Est-ce que tu as des outils qui t'aident à ça? Ouais. Ouais, clairement. Clairement. Euh, j'ai une philosophie qui m'aide énormément. C'est la philosophie du stoïcisme. Donc, c'est une philosophie gréco-romaine très ancienne qui revient un petit peu à la mode en ce moment. Donc, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète sont certains de ces philosophes qui ont laissé des écrits. Et le principe fondamental du stoïcisme, c'est quoi? C'est avoir un focus sur les choses que tu peux contrôler et laisser aller les choses que tu ne peux pas contrôler et être le plus indifférent possible par rapport aux choses que tu ne peux pas contrôler. Bon, évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Je vous dis ça, vous dites, OK, Moni, il est sympa, quoi. En fait, je vais vous dire un truc très simple que j'ai fait. J'ai lu beaucoup de ces livres. Je les ai lus et relus et relus et relus parce que je pense que c'est bien de relire les bons livres. Et je me suis imprégné, en fait. J'ai imprégné ma cognition, en fait, de tous ces principes. Et au final, je les ai absorbés. J'ai commencé à y croire. J'ai commencé à y croire que, effectivement, si ça ne va pas, si une situation est difficile, si je suis en galère, sur quoi je me focus? OK, je me focus sur ce que je contrôle. Qu'est-ce que je contrôle? Je contrôle mes émotions. J'essaie de contrôler mes émotions. J'essaie de contrôler mes pensées et j'essaie de faire les bonnes actions. OK, qu'est-ce que je vais faire comme action pour remédier à ça, en fait? Donc ça, franchement, je pense que c'est l'outil mental qui m'a le plus aidé. Et c'est vraiment pas une baguette magique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur la durée. Je ne suis pas devenu stoïcien en 2 heures. Je suis devenu stoïcien en plusieurs mois, voire même en plusieurs années, de fait de lire ces choses-là et de méditer en fait un maximum. Mais sinon, en temps réel,
il y a un truc que je fais quand je suis en stress. Alors, en français, c'est un truc de Andrew Huberman qui utilise ça dans son laboratoire. Le mec, c'est un neurophysiologue, je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Neuroscientifique, bref. Et en fait, lui, il a montré expérimentalement qu'il y a une pratique très simple pour diminuer ton stress. Et c'est ce qu'on appelle le soupir physiologique. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends 2 inspires par le nez, bien fortes, et après, tu expires par la bouche. Donc, tu fais... Et en fait, tu fais ça 3 fois, 5 fois, 10 fois. Tu fais ça autant de fois que tu as besoin. Et immédiatement, ça réduit ton stress. C'est vraiment un outil super magique. Donc, moi, à chaque fois que je suis en stress, je fais ça et ça force mon corps à se détendre. Parce qu'effectivement, l'esprit, il a du mal à se détendre lui-même, en fait. Le meilleur moyen de détendre l'esprit, c'est de détendre le corps. Quand le corps devient détendu, du coup, l'esprit va se détendre après derrière. Oui, c'est lié, hein, les deux. Corps et esprit. Ouais. Toujours. Toujours. OK. Allez, on arrive sur notre dernière question que je voulais te poser et que je pose très régulièrement. Alors, souvent, on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il ne faut rien lâcher? Est-ce qu'il faut tout lâcher? Ou est-ce qu'il faut lâcher partiellement certaines choses? Waouh, ça, c'est vraiment une question difficile. C'est vraiment une question très, très difficile. Moi, je pense que 95%, 5%. Donc, 95%, il faut savoir être focus, savoir exécuter jour après jour et avancer sur une initiative qu'on sait ou alors dans laquelle on croit au moins et y aller à fond. Mais il y a aussi un 5%. Il y a un moment donné où tu fais quelque chose et ça ne marche pas en fait. Là, des fois, ça peut être aussi une bonne idée de lâcher certaines choses. Et l'énorme difficulté, c'est de faire la différence. Est-ce qu'il faut que je continue ou est-ce que là, je suis en train vraiment juste d'essayer de rentrer dans un mur et juste, ça ne sert à rien. Ok. Écoute, Moni, je crois qu'on a bien bavardé pour cet épisode. On s'est raconté plein de choses. C'était très cool. J'ai pour tradition, en tout cas, que l'invité clôture, en tout cas, mon épisode avec éventuellement quelque chose qui te tient à cœur de partager pour laisser ton empreinte. Et ensuite, si tu veux nous laisser un petit peu les endroits où on peut aller te suivre, te contacter, éventuellement voir si on peut solliciter tes services, n'hésite pas à le faire aussi. Et après, du coup, on pourra se dire ciao. Ouais. Écoute, déjà, Sébastien, merci beaucoup pour cette super conversation. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Franchement, c'est super cool, je me sens super bien. Donc, merci beaucoup pour toi, pour ça. Et sinon, moi, le message que j'ai adressé à l'audience, c'est, dites-vous que c'est jamais acquis, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, auditez vos croyances, parce que vous avez sûrement des croyances, aujourd'hui, vous avez sûrement des croyances limitantes qui font office de frein à main et que vous pourriez débloquer, en fait, aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le message le plus important que j'ai adressé. Et sinon, pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur moi, c'est très simple. Il suffit de me suivre sur LinkedIn. Je poste pas mal de posts sur le marketing B2B. Et aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Marketing B2B, qui est un podcast hebdomadaire. Voilà. Écoute, super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Et Sébastien. écoute, je te dis à très bientôt et puis bonne continuation à toi pour cette année 2023. Et j'espère qu'il y aura plein de B2B pour toi. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. À bientôt. Ciao.